Bienvenue dans Mars Talk, le parler vrai. L'émission parle de culture, de sport, de musique. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir en interview Monsieur Haïté Ajavon, un grand monsieur du monde de la musique, de sport, un danseur, un boxeur. Bon, bref, il a trop de casquettes pour moi. Même moi, je suis noyé dans ces divers business qu'il met en place. Un sapeur, il ne faut pas oublier, un grand sapeur. Donc, on va parler un petit peu de son monde, de ce qu'il fait, de ce qu'il faisait avant. Et juste avant de le recevoir, je remercie The Fight Club qui nous a laissé cet endroit magnifique, un endroit où on pratique du sport. Et encore merci à eux. Donc, je vais recevoir Monsieur Haïté Ajavon et on va démarrer le parler vrai. Bonjour Monsieur Haïté, C'est Blavo comment Mars. allez-vous? Ça va, merci. L'homme multicasquette. En tout cas, ça me fait plaisir de te recevoir Merci à toi. pour cet entretien. On va essayer de rentrer là. Je t'ai invité un petit peu dans mon monde, mon univers. Tu vois, on est dans le monde de la boxe, Fight Club, ouais. Fight Club, un lieu magnifique à Lone. Je suis venu une fois ici. Je suis venu faire un Mais entraînement. vous allez partout, vous. Je suis venu Quoi? faire un entraînement une fois ici, ouais. Je vois que vous êtes sportif aussi. Hmm. Comment être agent sans être sportif? Est-ce que ça Ah, existe? ça se fait, hein. Ça se fait? Ça se fait. Il y a beaucoup d'agents qui connaissent leur discipline, qui aiment leur discipline, mais qui ne sont pas forcément pratiquants de cette discipline, voire d'autres disciplines. Donc on peut être agent sans être sportif, ça même. Là, on va parler, mais on va vraiment parler vrai. Ça, c'est On le va essayer, concept on de va essayer. l'émission. Ah Hmm. non, non, nous, on aime les choses croustillantes. Il faut rentrer dans le vif du sujet, monsieur Étage avant. Donc, petite présentation, bref, de votre personne. J'ai toujours un peu de mal à me présenter. euh, Déjà parce que j'ai pas forcément trop me mettre en avant. Et puis il y a tellement de choses en fait des fois à dire que ouais, j'ai commencé par la musique étant plus jeune. Le sport bien évidemment parce que c'est voilà, c'est en moi. Et aujourd'hui majoritairement je suis agent sportif, hein, responsable de l'agence Bemavocor, qui s'occupe de basketteurs et de footballeurs. Ok. Commencé par le basket il y a longtemps maintenant et depuis 7 8 ans le foot. En fait, je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. D'accord. Jamais, jamais, jamais. Sauf quand j'étais vraiment plus jeune, où j'étais surveillant dans un collège et dans un lycée. Mais je n'ai jamais été pendant 2 3 ans employé en fait. J'ai toujours... En fait, comme je te disais, j'ai commencé par la musique. Et dans ma tête, quand j'avais 16 ans, c'était, bon, faut que je devienne une star de la chanson. Donc, je m'étais dit clairement, je fais 3 albums, après je monte mon label, j'écris des chansons pour les gens, Ouais. quoi. C'était un peu mon truc. Donc, bah, comme tu le sais, hein, après, voilà, j'ai sorti une ou deux choses ensemble. J'ai, j'ai, euh, j'ai avancé aussi, j'ai managé des groupes. Et en même temps, je travaillais comme surveillant dans un collège et dans un lycée, après dans un lycée. Donc, j'avais 3 jours par semaine dans l'établissement scolaire et le reste du temps, de la semaine et des vacances scolaires, j'étais en studio et je travaillais, je travaillais, je travaillais. Et D'accord. après, le management sportif est arrivé naturellement aussi. Et donc, du coup, tout s'est enchaîné sans forcément que je prenne la mesure au départ de ce qui se passait, quoi. Et c'est avec le recul où je me suis rendu compte que j'ai eu des petites missions à droite à gauche, parce qu'au début, tu ne gagnes pas forcément ta vie avec la musique ou avec le sport. Donc, tu vas faire un mois par-ci, un mois par-là pour renflouer un peu les caisses. Peux-tu nous présenter un petit peu Bemavo Record? L'agence, je l'ai montée en 2006, comme je disais, vraiment par rapport au basket. Initialement, c'était pour représenter, m'occuper en tout cas des jeunes de ma ville. Moi, je suis du 77, Coulommiers, je grandis à Coulommiers. Mhm. Et on avait une équipe à l'époque en National 2 au basket, pas mal de jeunes talentueux. Et je me suis dit, moi, j'ai joué au basket sans forcément savoir ce qu'il fallait faire, où il fallait aller, quelle porte il fallait frapper. Je dis, si je peux aider du coup les jeunes de chez moi, là où on ne m'a pas aidé, du coup, je vais le faire. Et c'est comme ça que ça s'est mis en place. Après, on pourra revenir dessus, mais les années ont passé et aujourd'hui, ouais, l'agence, je dirais qu'elle rayonne un peu partout, hein, en France, en Europe, un peu aux États-Unis, même si aujourd'hui, il n'y a pas de joueurs en NBA, mais avec un réseau qui est bien établi en NBA aussi. C'est vraiment pour aider là où moi, on ne m'avait pas aidé.
Dis, personne, quand j'avais 15, 16 ans, ou même plus jeune, m'a dit, tiens, tu peux faire un essai dans tel centre de formation, ton jeu, tu peux l'orienter comme ça pour devenir meilleur, etc. Il y avait les coachs, bien sûr, de la ville, mais Mhm. il n'y avait personne extérieur à ça qui était focus sur moi. Mes parents n'étaient pas forcément dans le sport. Sur une génération, où nos parents, ils disaient, c'est l'école, et le reste, on s'en moque. Et donc, je me suis dit, si je peux apporter ça à des jeunes, eh ben, clairement, je vais le faire. Donc, j'ai commencé vraiment avec cette volonté de représenter au départ des jeunes de chez moi. Mhm. Et après, si ça s'est élargi, essayer de représenter un nombre limité aussi de joueurs pour pouvoir bien m'en occuper, en fait. Bemavo, c'est assez rare comme nom d'agence. Mhm. Est-ce que c'est pas plutôt Agbemavo ou C'est ça, quoi, c'est ça. c'est... Faut le préciser, ça, parce Ah que ben, les gens disent Bemavo, mais c'est Bemavo, parce qu'en fait, ça vient d'effectivement Agbemavo. Agbemavo, qui signifie quoi? pareil, de l'expliquer, c'est un peu large, mais ça vient du Mina, donc dialecte du sud du Togo, D'accord. dont je suis originaire, et c'est quelque chose qui n'a pas de limite, en fait. Donc, c'est pas plus littéralement, enfin, plus simplement, on pourrait dire jusqu'à l'infini, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas de limite, qui n'a pas de frontières, voilà, qui peut aller Ben, le plus loin le plus possible. loin possible. Voilà. De ce que je sais et de ce que peu de gens savent, tu as eu une carrière artistique en tant que danseur et chanteur. Danseur, t'es gentil, hein. Parle-nous un petit peu de cette vie de danseur, d'artiste que tu as eu. Je dirais plutôt artiste, même si la danse en fait partie. C'était pas l'élément premier, je dirais. Ah, Mais attention, hein, il y a des choses il y a qui vont sortir. des vidéos qui traînent. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ça. Mais non, c'est vrai que j'ai grandi de façon, dans ma famille, autour de moi, toute la famille, enfin, premier cercle, on va dire, les parents, les frères et les sœurs. Mhm. Et après, les cousins et tout, vraiment un domaine où la musique était très, très, très présente. De par ça, c'est vrai que je me suis très rapidement tourné vers ça, en fait. J'ai chanté très, 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 très tôt. J'ai chanté, j'ai commencé à composer, donc, et avec les années, piano, guitare, enfin, je joue du piano et de la guitare, je ne suis pas un virtuose, mais ça m'a permis de composer ce que je voulais faire. Après, j'ai découvert la MAO aussi, donc musique assistée par ordinateur avec bah, tout ce qui est, voilà, les logiciels Cubase, Pro Mhm. Tools, les MPC à l'époque et tout, bref. Donc voilà, je suis rentré dedans. Vu que j'aimais en tout cas beaucoup la scène quand j'en faisais, pour Ouais. moi c'était indispensable d'associer la danse. J'ai même fait une année de gym, ça les gens ne savent pas, parce que je voulais sur scène être complet. Donc je faisais pas les saltos, je n'en ai jamais fait sur scène, mais je faisais des Mais trucs, t'es des dedans. acrobaties sur scène, Tu étais à fond plus dedans. la danse, plus ouais, j'étais vraiment à fond dedans, ouais. J'étais vraiment à fond dedans. Je voulais lier vraiment, je voulais qu'il y ait un package complet. D'accord. C'est-à-dire que j'étais quand même beaucoup sur des morceaux plutôt mélancoliques et tout, mais je me dis s'il y a des morceaux plutôt rythmés et qui vont faire bouger la foule, il faut qu'il y ait un vrai show, quoi. Un vrai show. Donc j'ai essayé d'associer voilà, texte, enfin fond et forme. On va dire D'accord. ça comme ça. Et mais ça t'est venu comment? Puisque dans la famille, y a pas de musicien, il n'y a pas de. Hmm, pas vraiment en Voilà, fait, non. artistiquement, il n'y a personne. Et justement, comment t'es venu justement cette idée de vouloir à tout prix faire de la musique est-ce que tu étais marqué par quelque chose Ben, mon père était DJ, donc ça j'ai eu quand même ce truc-là, quoi. Et des fois, je l'accompagnais pour animer ses soirées et tout. C'était une plaie, mais bon. Parce Mm. qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, hein, enceinte connectée, hein. C'était des gros amplis, des grosses enceintes qu'il fallait porter, Mm. installer, tout ça, bref. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça quand même. Ma mère aussi, elle aimait beaucoup la musique et tous les dimanches matins, elle nous réveillait. T'avais pas le choix. À 7h, 7h30, t'avais la musique à fond. Donc voilà, C'est clair. t'es un peu imprégné de tout ça. Mais je pense que le vrai déclic, c'est vieux, hein, c'était le premier album des Boyz II Men. D'accord, ok. C'est une de mes cousines qui m'a fait, enfin, qui écoutait ça quand j'étais chez elle. Et il y avait un morceau a cappella. J'ai dit, mais c'est incroyable ça. J'ai dit, faut que je fasse comme ça, quoi. Il faut que tu chantes. Il faut Ouais, que tu faut que deviennes je fasse, ouais, c'est ça. artiste. Dans cette émission ou dans cette interview, dans l'entretien en tout cas, on aime faire des surprises. Mhm. Donc la première surprise arrive, bien sûr. Attention, attention. Euh, je te demanderai juste de prendre une des enveloppes, donc la première, bien La sûr. première? Ouais, la toute première. Ok. Et tu l'ouvres et puis tu vas nous en parler un petit peu. Et donc je vais Je le montre hein, quand même. ouais, te poser une des questions. Ok. As-tu des regrets d'avoir renoncé à cette carrière artistique? Non, non, pas du tout.
Tu m'aurais posé la question il y a 7-8 ans, en disant grand max, peut-être, ouais. Mais aujourd'hui, pas du tout, parce que je pense vraiment avoir tout donné par rapport à ça. Mhm. Et tu es bien placé pour le savoir, on pourra en parler, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a faites ensemble aussi, mais j'ai vraiment tout donné. J'ai jamais fait semblant, comme dans tout ce que je fais dans ma vie, de toute façon. Toujours à 2000. Et voilà, j'ai eu l'opportunité de faire des vraies choses. Mhm. Des concerts à l'Élysée-Montmartre, au Trianon, j'ai fait la première partie d'artistes américains. Mais je pense que j'étais à une époque aussi où ce que je faisais était difficilement euh, perceptible ou acceptable par le public. Aujourd'hui, je vois les artistes, même ceux qui font du rap d'aujourd'hui, on va Ouais, dire, ça parle d'amour tout le temps. ouais, c'est À vrai. mon époque, c'était «Ah, t'es un lover». Et c'était presque péjoratif de dire ça. Mais c'est vrai que tu étais lover. Oui, oui, mais aujourd'hui, Dans les toutes tes Dadju, chansons, les Taïk, ils sont tous des lovers. Et pourtant, c'est ils vrai. remplissent des U Arena. C'est vrai, Tu vois. c'est vrai, c'est vrai. Sauf qu'à l'époque, c'était pas du tout perçu de la même manière. Pas du tout. Mais je n'ai pas. Ouais, je n'ai jamais fait semblant. J'ai donné tout ce que j'avais à donner. Donc, non, j'ai pas de regrets. Honnêtement, j'ai pas de regrets. Je me rappelle quand j'ai commencé, vraiment, il y a presque 20 ans, ce métier, il y avait une personne qui s'appelle Nicolas Gétin, qui était un ancien coach pro, qui est Mhm. préparateur mental. Et il me l'avait dit déjà, il y a presque 20 piges, du coup, que il fallait que Mhm. j'assume ce côté artistique dans mon métier d'agent. Mhm. Moi, je ne voulais absolument pas les associer. Parce qu'on sait que c'est un milieu qui est très particulier aussi et que du coup, les gens peuvent ne pas s'identifier ou vouloir s'associer à moi parce qu'ils se disent que je fais de la musique. Mais aujourd'hui, sans aller jusque-là, ce que je me dis qui est important, c'est de valoriser cette sensibilité, ce côté artistique, sans dire que je fais tel ou tel style de musique, ni en parler, mais cette sensibilité qui va être différente, la mettre dans mon métier. Et ça va être l'approche que je vais avoir avec les joueurs, avec leurs parents, avec le sport en général. Et que du coup, pour être plus précis, parce que pas épiloguer, mais que chaque personne est unique, parce que pour moi j'ai toujours pensé ça, que chaque artiste est unique. Ce qui fait ta force, ta différence, contrairement à ce que beaucoup pensent, où faut faire la même musique pour marcher. Mhm. Moi j'ai toujours prôné la différence. Et dans le sport, dans ce que je fais aussi en tant qu'agent personnellement, c'est ça. Peut-être que ça va me couper de certains joueurs, parce qu'ils vont dire, ouais, il est trop différent, trop dans sa bulle parfois. Mhm. Mais c'est ce qui fera ma différence, donc ma force. Et que d'autres personnes, d'autres joueurs, d'autres familles, d'autres coachs, d'autres GM vont se dire, il y a ce truc-là qui Qui est n'est pas différent. comme les autres Mhm. et qui me plaît. J'ai toujours su que j'étais différent, tu vois. Et même dans ma fratrie, je sais qu'il y a ce truc-là aussi où mes parents ils disent, bon, lui là, Il est dans son il est un monde. peu dans sa bulle, tu Ouais. vois. Et avec mes amis, c'était pareil. Donc, j'ai jamais cherché à être différent, je sais que je le suis. Mais la réalité, ce qui est peut-être plus compliqué, c'est de l'assumer. Et quand tu es jeune, bah, tu l'assumes moins, en fait. Et en vieillissant et en prenant conscience que c'est, comme je disais à l'instant, que c'est vraiment important pour soi, déjà, et puis pour avoir un impact dans ce qu'on veut faire. Mhm. Et c'est là, avec les années, où j'ai appris à assumer ma différence et la mettre en avant, en fait. D'accord. Je t'ai montré, tu as pris l'enveloppe et tu as regardé la photo, mais je crois Mhm. qu'il y a un petit côté que tu as oublié en regardant Ah ouais? Ah ouais? Ok. à cette image. J'ai vu un studio, Oui, des synthés, d'accord. piano, Et quand t'as, des percussions. d'accord. Et quand tu as commencé comment? T'étais où? T'étais millionnaire? Ah non, 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 T'étais à non, Davou? non. Voilà. Donc Non, du coup. j'ai commencé dans la cave des parents déjà. Ah, C'est ça que tu voulais voir. et la big cave des La parents. vie cave des Ouais, parents. En c'est vrai. fait, mon père, il avait, on est quatre enfants et on a la chance d'avoir grandi en maison. Mes parents, ils sont justement, enfin au départ, on était dans le 93 et ils sont partis dans le 77 en se disant, voilà, bon, c'est loin, mais au moins les enfants, ils seront pas dans un game un peu bizarre. Et puis ils ont de l'espace aussi. Ils ont de Ils l'espace, ont de donc ils ont l'espace. pris une maison. Bon, comme beaucoup, ils sont endettés pour ça. Bref, Mm. je passe les détails. Mais du coup, mon père nous avait fait une petite salle dans la cave, qui était un peu notre salle de jeu. Vers les 17-18 ans, voilà, j'ai un peu réquisitionné cet endroit pour en faire mon petit home studio. Donc j'avais un synthé, je faisais mon petit ordinateur et je composais là-dedans, quoi. Donc D'accord, voilà. ok. Donc c'est pour ça que Ouais, justement que ouais, je voulais que tu effectivement, revoies un petit peu effectivement. ça. Mm. Euh, Il y a un joueur, enfin un jouet est quelque part un artiste Mhm. dans son sport, tu vois. Et
comment tu arrives en tant qu'agent à motiver tes joueurs, ou en tout cas à leur apporter ce qu'ils n'ont pas eu ou ce qu'ils n'ont pas eu de la part de d'autres personnes en tant qu'agent? Ouais, c'est une bonne question aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas de formule, pas de formule secrète. Peut-être un truc qui est là et que j'ignore, mais euh, ce qui est important, c'est d'essayer de spécialiser et personnaliser le discours. Mhm. C'est-à-dire que quand je te parlais tout à l'heure, pardon, de cette différence, cette sensibilité que j'essaie de la mettre dans mon discours, mais tout en prenant en considération qui est en face de moi. Et chaque jeune ou chaque joueur confirmé a cette différence aussi. Comme je dis, Mhm. chacun est unique. Et c'est pour moi là-dessus qu'il faut s'appuyer. Donc, je ne sais pas si c'est clair comme réponse, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce qui est important, c'est de maximiser ses points forts. Donc, un joueur qui va avoir un talent particulier, je veux dire, OK, c'est là-dessus qu'il faut appuyer Mhm. dans un premier temps pour te différencier, pour être justement cette personne unique qui a ce talent unique. Et après, le reste, tu vas l'amener progressivement, quoi. Dans ma façon de voir le métier d'agent, les premières années, ce n'est pas pour l'argent. Et ça, je le dis clairement tout de suite. Si Mhm. le joueur et sa famille ne sont pas d'accord, je parle crûment, c'est leur problème. Maintenant, quand le joueur a montré que c'était un joueur qui était indispensable à son championnat au moins, pour moi, la partie financière, elle est normale. Mais Et justement, que, quand tu fais, je te coupe, pas, mais quand tu fais ton choix des athlètes, est-ce que tu as ce côté qui rentre en jeu ou pas? Ça que je veux dire. Est-ce que tu as ce côté ok. où tu dis, quand c'est tel, tel joueur ou tel athlète que je vais choisir, eh ben, si mon travail, j'arrive à le mettre en place, peut-être que peut-être va me rapporter tant, ou est-ce que Oui, tu oui, es parce vraiment que sur un... ça, en fait, les deux sont liés. J'ai envie de vibrer quand je vois le joueur. C'est-à-dire que D'accord? quand je vais me déplacer le week-end pour le voir, quand je vais regarder une vidéo, si je n'ai pas pu me déplacer, Mhm. j'ai envie de vibrer. Je veux dire, c'est un métier, enfin tous les métiers de toute façon, il y a toujours des complications, toujours des choses vraiment difficiles à gérer. S'il n'y a pas de plaisir, un minimum de plaisir, il n'y a aucun intérêt. Maintenant, je sais qu'un joueur, normalement, qui me fait vibrer, qui aura un minimum de niveau, il va gagner de l'argent. Donc plus il gagne de l'argent, plus je vais en gagner en tant qu'agent aussi. Donc les deux sont quand même étroitement liés, quoi. Le niveau, D'accord. ce qui va procurer, enfin, pas ce qui va me procurer comme plaisir, ça Mhm. va être lié à sa performance sur le terrain. Et cette performance, plus elle est élevée, plus il gagnera de l'argent. Donc, je sais pas, ouais, je pense que c'est forcément lié. Là, Ouais. récemment, j'ai discuté avec un joueur qui a 19 ans. Donc, j'ai eu le joueur d'abord au téléphone. Mais tout de suite, je lui ai dit, voilà, il faut que je parle avec tes parents, parce que pour moi, c'est très important. Même si le joueur est majeur. Après, à partir d'un moment, bien évidemment, on va basculer et il va être, je dirais, le premier, voire le seul acteur de sa vie et de ses choix, mais les parents sont toujours impliqués. Et quand les joueurs sont mineurs, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se mentir aussi, il y a un accompagnement qui se fait de plus en plus tôt, Mhm. clairement, les parents font partie du cercle et des décisions. C'est indispensable. D'accord. Et comment décrirais-tu le monde du basket et du football de ton point de vue actuel? À quel niveau précisément? Euh, Bah, à quel niveau ces deux mondes en tant qu'agent, Mhm. comment toi tu visualises dans ces deux mondes quoi? Entre le basket et le foot, en tant qu'agent, comment, de ton point de vue, comment tu analyses quoi? Je sais pas, je n'arrive pas vraiment à voir. Enfin, où tu veux aller par rapport à ça? Comment j'en ai à quel niveau? Eh ben, par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer, Hmm. quand on est agent de basket et qu'on s'occupe des basketteurs et qu'on est agent de footballeur et qu'on s'occupe de... Est-ce que c'est les mêmes problématiques, les mêmes difficultés Ok. que tu rencontres sur le terrain? Voilà, comment toi tu analyses de ton point de vue quoi? Pour, Est-ce que le fonctionnement est pareil pour, que pour dans les deux mondes quoi? globalement, c'est la même chose. Globalement, c'est la même chose. De toute façon, c'est le même métier. On est intermédiaire du sport, on manage des sportifs de haut niveau. Donc, que ce soit le foot ou le basket, on est sur la même dynamique. Mhm. Maintenant, il y a des problématiques qui peuvent changer parce qu'au foot, il y a plus d'argent, que le business model est aussi différent, que ce soit avec les joueurs ou avec les clubs, ou un joueur qui est formé par un club peut être revendu à un autre club, ce qui n'arrive, je veux dire, jamais au basket. Ou si ça D'accord. arrive, c'est des sommes vraiment qui sont incomparables. En moins, je veux dire, Mhm. où le foot, un joueur peut être acheté 20, 30, 40, 50 millions. Au basket, je dirais un transfert, si on peut dire un transfert, c'est le buyout NBA qui est le plus élevé au monde, c'est 800 000 euros, ce qui n'a rien à voir. Et ce qui a pu avoir des choses entre les clubs en Europe, ça va être entre 50 et 100 000 euros. D'accord. Donc c'est complètement différent. Maintenant, sur le travail au quotidien avec le joueur et ses proches, c'est la même chose. Pour moi, c'est vraiment la même chose. Mais de mon expérience très, très personnelle, euh,
j'ai le sentiment, contrairement à ce que les gens pensent, que les footballeurs ont plus la tête sur les épaules que les basketteurs. D'accord. Et pourtant, ils gagnent plus d'argent. Beaucoup plus d'argent. Les basketteurs, je les trouve parfois déconnectés de ce qui se passe réellement. Pas de la réalité, hein, mais du monde du basket et de leur niveau réel. Alors que les footballeurs, ils ont ce côté peut-être un peu plus de recul. D'accord. Et, et donc, du coup, de ton point de vue, comment, est-ce que tu arriverais à expliquer pourquoi il y a cette différence de somme entre ces deux mondes-là, où le foot, on gagne beaucoup d'argent et le Mhm. basket, si peu que ça, que le basket, c'est le deuxième sport, si je ne me trompe pas, Mhm. en France ou en Europe. Et comment se fait-il? De ton point de vue, bien sûr, je dis pas que... Pour moi, c'est juste la popularité, dans le deux sens du terme, popularité parce que de notoriété, on va dire, Mhm. mais aussi parce que c'est un sport populaire. C'est-à-dire que le foot, c'est le sport numéro un déjà en France, voire en Europe, peut-être dans le monde, en termes de pratiquants. Mhm. On voit l'effet de la Coupe du Monde, ce que ça a sur toute la planète. Donc aujourd'hui, le foot est le sport qui attire, qui anime et qui réunit le plus de personnes. Les droits télé aussi sont incomparables avec le basket. Donc forcément, il y a plus Ça d'argent. génère plus, de moyens. C'est-à-dire que si on peut, c'est simple, hein, et quelle que soit l'entreprise, qu'on soit Mhm. ingénieur, éboueur, McDo ou footballeur, si on peut payer l'employé, parce qu'un footballeur, ça reste l'employé du club, C'est clair. telle somme, c'est que l'entreprise, on gagne au moins 3, 4 fois ou 10 fois plus. Tout simplement. Si on ne paye pas un basketteur 300 000 euros ou 400 000 euros par mois, tous les clubs en France, c'est parce que le club ne gagne pas autant. Enfin, en tout cas, il ne gagne pas proportionnellement à ce qu'il pourrait lui payer. D'accord, ok. Parce qu'il y a les droits télé, parce qu'il y a les ventes des maillots, parce qu'il y a le ticketing aussi qui rentre en jeu, parce que les stades aussi, s'ils coûtent plus cher, sont plus grands. Quand tu Mhm. remplis un stade de 20 000 places et quand au basket, tu as 3 ou 4 000, à 10 euros la Ouais. place, c'est pas du tout Il n'y a pas pareil. photo, Et que c'est quoi. pas forcément plein, c'est pas du tout pareil. La deuxième surprise, Mhm. on y va? Let's go. Je me demande ce que tu vas sortir. Ah, je sais pas du tout. Tu verras. Mais ah ouais, là, ça veut dire que je suis un ancien, quoi. Ok, ok. Alors, j'ai vu que tu as souri, donc tu dois savoir de quoi je veux Ah, parler. les jeunes ne connaissent pas ça, mais c'était une pièce de 10 francs. Oui, Ouais. mais justement, mais une pièce de 10 francs, pourquoi? Ah, pourquoi? Ah bah oui, Ah, il y a bah le symbolique. le tout, ah bah, les symboliques, le tout, c'est pas de me dire une pièce de 10 francs, c'est une pièce de 10 francs, pourquoi? Non, je sais pas. Ah bon? Je ne sais pas. Ah, tu vas me dire alors. Ah, tu sais pourquoi tu as fait cette Bon, bah, surprise? j'ai envie de prendre un cours j'ai envie de prendre un cours de danse avec toi. Mhm. Donc, moi, j'ai appris qu'à l'époque, pour prendre des cours de danse avec Monsieur Étage avant, il fallait payer 10 francs pour faire le moonwalk. Qui t'a Donc, dit ça? Qui t'a dit ça? moi, on, Je n'ai même on pas ce s- souvenir. Qui a on dit se, ça? on se, on Qui a se, menti? Qui a menti? on se connaît, on a des amis en commun. Mhm. Et moi, j'ai mon big bro qui a fait des recherches là-dessus. Ok. Moi aussi. Donc, du coup, Donc, il fallait qu'on paye 10 on me francs dit, pour à apprendre à faire le l'époque, moonwalk. j'ai dû Ok. payer Monsieur Aïta Javon Mhm. 10 francs pour pouvoir apprendre. Ah, ça y est, Ah! On y arrive, on y ça y arrive. est, je me souviens, je me Donc, souviens. parlez-nous un petit peu de ce. C'est vieux ça, c'est vieux. J'avais quel âge? Non, mais vous étiez déjà entrepreneur. J'étais déjà entrepreneur. Ah oui. J'étais en CM2, donc j'avais 10 ans. Donc, vous avez, en CM2 déjà, vous pensez déjà à faire du business. Ah. On sollicite mes talents, donc L'esprit entrepreneur, quoi. apparemment. Ouais, effectivement, c'est vrai, je me rappelle. Je me Et rappelle. ça vient de qui? Mon ami Sébastien Benisti, Ouais, a.k.a. DJ Crimi, qui a sa exactement. radio d'ailleurs, petite dédicace, Radio Crimi, allez écouter toute urgence. Et effectivement, ouais, on était en classe de neige. Et bah ouais, je dansais déjà, hein, étant plus jeune. Et il me dit, il faut que tu m'apprennes à faire le moonwalk, tout ça. Donc j'ai négocié effectivement mes Mais t'es un talents. vrai gars quand même. Hein. Pas Hey, mal, pas mal, pas mon mal. gars, tu veux que je t'apprenne à danser? Donne-moi mes 10 francs de l'époque. Là, t'étais déjà très chaud dans le business, quoi. Apparemment, ouais. Bon, ok, mais en tout cas, ben oui, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Mm. Euh,
On va parler un petit peu des relations que tu as avec tes athlètes. Mhm. Je parle par exemple des gens comme Albissi que tu as découvert, Jerry Boutsielé. Mhm. Justement, quelles étaient tes relations avec ces athlètes Bah, ça a toujours été des relations assez particulières. Comme je te disais tout à l'heure, vu que j'ai toujours choisi de représenter un nombre limité de joueurs, j'ai toujours développé des relations très, très fortes avec les joueurs. Certains plus que d'autres, forcément, parce qu'il y a des affinités humaines qui se créent ou non, mais une personne comme Andrew Albissi, on se connaît, de toute façon, on se connaissait même avant qu'il pense devenir professionnel et que moi, je pense devenir agent. Et on se connaît, enfin, la famille, tout ça. Donc, Mm. c'était vraiment grand frère, petit frère. Il y avait vraiment cette relation-là. Et tu parlais de Jerry Boutsielé, c'est pareil. Jerry, on s'est connus, bien évidemment, par le basket, par Mm. notre métier. Mais une relation qui s'est créée aussi avec le temps où c'était un peu différent, ouais. Mais Andrew, il y avait vraiment une relation assez particulière puisque c'est un des premiers joueurs, il me Ah, semble. c'est le tout premier. Voilà, C'est le tout que... premier. C'est-à-dire que mais- quand j'ai commencé, j'avais un de mes meilleurs potes qui jouait, donc j'étais son agent, un Mm. autre, deux, trois jeunes de, de ma ville aussi. Et Andrew, c'est vraiment le premier. On a avancé ensemble, en fait. C'était pas le premier contrat pro que j'ai fait, mais c'est le premier jeune qui était sur ce chemin, en fait, que je m'étais mis en tête. C'est-à-dire accompagner des jeunes de chez moi, Mm. du plus jeune âge jusqu'à devenir pro. Et effectivement, Andrew, ça s'est passé comme ça. De ses 15 ans, 14 ans même, et je connaissais rien au métier, de ses 14 ans jusqu'à ce qu'il signe en Espagne, enfin, tout ça, quoi. Et Donc toi? on a vraiment développé un truc où on s'appelait tout le temps, et c'était même plus que pour le basket ou que pour le boulot. C'était nos histoires perso, et tout était un peu mêlé finalement. Mais qu'est-ce que tu as détecté en lui? Qu'est-ce qui t'a plu en lui qui a fait que tu t'es dit, lui, je vais essayer de la... Ben, la première fois que j'ai vu, il était tout jeune, il avait 13 ans, et c'était un pote qui le coachait. Et il m'a dit, ouais, je m'occupe de quelques jeunes là, viens le voir, viens les voir jouer, c'est vraiment sympa. C'était plus pour le plaisir, comme je te disais tout à l'heure. Mm. C'était plus ressentir quelque chose, avoir de l'émotion. Et je l'ai vu jouer et je me dis, wow, mais c'est quoi ce petit? Il a 13 ans, il est rapide, il a déjà une vista, un sens du jeu incroyable. Et c'est seulement 2 ans après où c'est venu de manière naturelle en fait. Moi, je me lançais en tant qu'agent et j'en ai parlé, mais lui il était très jeune, donc j'en ai parlé à ses parents et qui m'ont dit, ben, on te connaît au-delà de ça, donc on préfère que notre fils soit avec toi parce qu'on sait qu'au moins tu vas bien t'en occuper, tu vois. D'accord, ok. Mais déjà à l'époque, c'était dur Mhm. quand t'étais pas très grand et Andrew n'était pas vraiment grand. Mhm. Et ça t'a pas freiné. T'as quand même Non, pas voulu. du tout. Ah, je me suis jamais posé la question sur sa taille ou quoi que ce soit. Parce que pour moi, il avait le talent et c'est tout ce qui compte, quoi. Tant, Ok. tant, que je dis, tant que moi je vibre et que j'y crois, j'y vais à 2000. Soit je n'y crois pas et des fois, même les personnes qui bossent avec moi me disent ouais, il était dur, lui, on pourrait le recruter, mais on pourrait pas le recruter. Enfin, mais moi, je dis non. Si je sens pas, je n'y vais pas. Parce que le jour où je m'engage, c'est à 2000%. Et je vais me battre à 2000 pour les joueurs. Donc le problème de taille, entre guillemets, problème de taille ou pas, la preuve, hein, il a fait carrière, aujourd'hui Mm. il est encore en équipe de France. Donc c'est un faux problème. D'accord. Et, euh, et au moment où il y a eu votre séparation, Mhm. euh, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu peux nous en dire un Ben, petit peu lui, plus. il a choisi de s'orienter différemment en termes de représentation. Il est parti avec une agence espagnole. Donc sur le coup, forcément, oui, ça pique parce que tu vis des choses professionnellement et comme je disais, surtout personnellement Mm. avec une personne, en l'occurrence avec lui. Et, euh, et ouais, ça vient. Honnêtement, je compare souvent la relation agent-joueur à une relation de couple. Et ça vient un peu comme une séparation, quoi. Comme si t'es avec la femme que t'aimes, et du jour au lendemain, elle dit, bon, ben, je t'aime plus. Je Mm. m'en vais. Mais tu dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je t'ai donné Je t'ai tout. trompé, je t'ai frappé. Et non, il n'y a pas eu de tout ça. J'ai toujours été présent, j'ai toujours essayé de donner le meilleur pour toi. Mais elle décide de partir. Et c'est pareil. Du jour au lendemain, pour les raisons qui lui sont propres, il a dit, voilà, moi, je préfère aller ailleurs. Du coup, il est parti, donc c'est sûr que ouais, ça pique. Bah, après, tu rebondis, hein, je veux dire, t'avances et aujourd'hui, Dieu merci, voilà, je continue mon chemin et je ne suis pas à plaindre. Continue avec les surprises. Allons-y. Ça arrive, ça arrive, ça Ça arrive. arrive. Ouais. Dans l'ordre, hein, toujours. Ouais, toujours dans l'ordre, toujours Donc, dans l'ordre.
fonctionnent avec l'ordre. Il y aurait une symbolique encore, j'imagine. À toi de me dire. Je sais maintenant, je sais. La poste, la poste. Ça, j'ai l'histoire. Et ça, faut que les gens y sachent. Faut que les gens y sachent. Parce que c'est une vraie histoire. Hein. Bah, justement, C'est un très, 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 très bon ami. Je peux donner son nom ou ah pas? ben, Wilfried. Wilfried, c'était quelle année? 2007, je crois. 2007. Ça commençait à être pas trop mal pour moi en tant qu'agent. C'était encore les débuts, vraiment les débuts. Mais comme je disais tout à l'heure, au début, il n'y a pas forcément d'argent. Parce que moi, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Et encore, comme je disais, en plus, j'ai jamais travaillé pour quelqu'un. Donc en fait, j'étais surveillant. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté d'être surveillant pour être agent. Donc financièrement, je n'étais pas au top, quoi. Et cet ami, Will, m'a dit, bah, si tu veux, tu peux venir bosser à la poste pendant quelques temps pour enflouer un peu les caisses, quoi. ok, ça va. Donc du coup, j'étais, je ne sais plus comment on appelle ça, mais en fait, je remplissais les cartons. Quand il y a des commandes qui arrivent, on va chercher les enveloppes, bam, Oui, bam, on met dans les tu triais cartons, les, on tu triait, triais voilà, c'est ça. les courriers, tout Et ça, donc, quoi. je travaillais de 6 heures du matin, 5h30, 5h30 du matin jusqu'à 13h. Mhm. Et après, le reste de la journée, ben, je passais mes coups de fil et je faisais mes trucs pour voilà, recruter des joueurs, placer les joueurs, tout ça. Donc ouais, non, c'est un très bon souvenir. Effectivement, peut-être. On va parler un petit peu de l'actualité et sujets divers Mhm. en avançant dans cet entretien. Ok. Euh, où en es-tu enfin, moi j'ai lu dernièrement qu'au niveau de la réglementation de la FIBA, il allait y avoir des changements, tout ça. Oui, c'est vrai. Où est-ce que ça en est tout ça? C'est en suspens pour l'instant. Où est-ce que j'étais d'ailleurs? Je crois que j'étais en Allemagne quand ça arrivait, donc ça devait être en février. Et en fait, il y a un avocat international qui a sollicité tous les agents FIBA. Hmm. Donc on a eu une visio, on était 150 je crois sur la visio, pour expliquer le process, etc. Mais pour faire court, en fait, la FIBA ne peut pas imposer, euh, je dirais, une nouvelle réglementation sans en faire part au préalable aux acteurs du milieu. Mhm. Donc pour l'instant, c'est en suspens, tout D'accord. simplement. Donc l'avocat international a eu gain de cause, si on peut dire ça comme ça. Et la FIBA, elle doit, je dirais, auditionner les agents, ou en tout cas un regroupement d'agents par rapport à cette nouvelle réglementation, et D'accord. savoir si elle sera effective ou non. Mais sachant qu'il y a peu de chances que ça passe, dans la mesure où ça n'a jamais posé de problème jusque-là. Ce n'est pas comme si les joueurs s'en plaignaient ou les clubs s'en plaignaient, et que du coup, la FIBA était Décider dans l'obligation, on va dire, de modifier les règles. d'intervenir, ouais. Pas du tout, il n'y a jamais eu de souci. Donc, Mais pour mettre un peu les choses dans le contexte, enfin, c'est que si jamais cette réglementation passait, c'était les joueurs qui allaient vous rémunérer directement, c'est c'est ça, exactement hein? ça, ouais. D'accord, ok. Ouais. Comme ça se passe en Amérique du Nord. En D'accord. NBA, NFL, enfin tous les sports américains, ce sont les joueurs qui payent les agents. Alors qu'en Europe, ce sont toujours les clubs qui payent les agents. On dit agent de joueur, mais fondamentalement, c'est vrai qu'on est un peu, entre guillemets, agent de club, puisque c'est eux qui nous payent. Hmm. Mais si on prend d'autres parallèles, chez les comédiens, c'est la production qui paye les agents, en fait. les agents. Donc, il y a 10% en plus qui est donné à l'agent. Donc, D'accord. en Europe, ça marche comme ça. On te voit tout le temps hyper sapé, hyper bien habillé. C'est quoi ta relation avec la mode Avec la mode, bah, je ne suis pas un styliste, hein. Ah bah, peut-être bien, peut-être que c'est la casquette Ni que je ne connais mannequin, ni pas. mannequin, même si des fois j'aime bien me faire plaisir. Non, mais j'aime bien en fait, j'aime bien m'habiller, j'aime bien. Et ça, même si c'est un style, on va dire, un peu plutôt classique, mais ça m'arrive des fois d'être un peu en mode un peu plus street ou casual, tout ça, mais je peux pas dire quel est le rapport avec la mode, je ne suis pas non plus aller chercher à fouiner ou aller à des défis, des choses comme ça, Hmm. mais c'est quelque chose pour moi que je sais pas, c'est quelque chose qui est important et surtout j'aime ça en fait. C'est pas comme si, même quand je vais pas à des matchs, ce que les gens ne savent pas, c'est que même si je vais acheter mon pain, je vais pas sortir en survêt. Non, mais C'est justement, pas possible. Parce que c'est pas, c'est bien. Si je mets des sandales en été, je vais mettre des sandales, mais il faut qu'elles soient assorties à mon haut ou à un autre truc, quoi. Mes boucles d'oreilles. Genre, j'ai des boucles d'oreilles, j'ai 6 ou 7 paires différentes. oui, mais est-ce Parce que que c'est. je vais les accorder avec avec ma montre, avec. Je peux même pas expliquer, c'est juste que j'aime ça. J'aime ça. Mais justement, comment ça s'appelle? Est-ce que c'est pour un peu casser un peu les codes ou les modes où on voit souvent
les agents ou les gens qui sont dans le milieu sportif, qui sont habillés tout simplement jean basket. Parce que c'est vrai que quand on prend vraiment ce milieu, Mhm. euh, a été à Javon, il est à part. Oui, ça c'est une réalité. Je veux dire, Dans ce, ouais, dans clairement. ce contexte, il est. Ça, les gens le savent, les gens me le disent tout le temps, même ça, on me charrie un peu là-dessus. Mais je parlais de différence tout à l'heure, voilà, c'est peut-être ma différence, mais c'est juste que j'aime ça en fait. Je me pose pas la question, je me dis pas, je veux aller là-bas et je vais sortir ma plus belle tenue. Mhm. Toi, tu me connais un peu, tu sais que même si je vais venir, on va juste manger des pâtes à la maison, Ah bah, c'est ça qui. je vais, je vais venir, je Souvent, vais on te avoir une charrie là-dessus chemise, un d'ailleurs. petit pull, parce que c'est, je sais pas, j'arrive pas à expliquer vraiment le pourquoi. Mais c'est dans ma sensibilité, j'aime ça. Et j'aime aller au bout des choses, comme je te disais. Tu vois, toutes mes chemises, je les fais sur mesure. Tu vois, dans Oui, mon armoire, je dois avoir au moins 25 ou c'est 30 vrai. chemises. D'ailleurs, Toutes différentes, avec col officier, col comme ci, comme ça. Enfin, avec des motifs, sans motifs, unis, déunis. Je vais en avoir je sais pas, 5-6 blanches avec un col, des cols différents, des manchettes différentes, que je vais mettre avec tel pull ou sans pull, l'été, pas l'été, avec une veste, sans veste. Tu vois, et je bon, vais mixer les tenues et les accorder ce différemment. sera peut-être ta prochaine Ou dans casquette, une ça. autre vie, dans une autre Ouais, vie. peut-être bien. Et j'ai déjà beaucoup de choses à faire actuellement, mais dans une autre vie, peut-être, ouais. Ouais, Ok, ouais. merci à Mais c'est toi. quelque chose, tu vois, enfin, juste par rapport à ça, que quand j'en parle, c'est vrai que j'aime bien échanger quand même. J'aime bien échanger là-dessus. Et si je peux découvrir de nouvelles choses, ouais, ça, je suis toujours friand de ça, en tout cas. De la mode Ouais, ou de je conseils ne vais pas, je vais pas forcément beaucoup chercher, mais dès que j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnes dont c'est vraiment le métier, ouais, ça par contre, je le fais. D'accord, ok. Pour mieux comprendre aussi, mieux comprendre les choses, quoi. Il y a combien d'années? Il y a peut-être une dizaine d'années, ouais, une dizaine d'années. J'avais même monté la branche mode de l'agence avec un gars qui s'appelait Jocelyn et qui avait bossé 35 ans chez Karine Model. Mhm. Donc, c'était vraiment lui le head of department, quoi. Enfin vraiment le responsable de la Ouais. partie mode. Mais du coup, j'ai beaucoup aussi appris avec lui sur le process des agences de mannequins, des stylistes, comment ils fonctionnent, comment ils réfléchissent, tout ça. Et lui, c'est un mec qui était hyper looké. Donc, tu vois, tu lui poses des questions aussi et il t'explique, voilà, ça c'est intéressant, ça c'est bien, ça, ces matières-là, ça peut être intéressant ensemble. Ça, faut pas le faire. C'est pas... Même si certains le font parce qu'ils ont un charisme de ouf et que ce qui se fait pas sur eux, ça passe bien, Mhm. mais qu'il y a des choses à respecter. Et quand tu connais les règles, après, tu peux twister un peu ces règles-là, quoi. D'accord. Donc ça, je trouve ça intéressant, ouais. Justement, on va parler de Bemavo, mais dans Bemavo, Mhm. si je me trompe pas, il y a plusieurs branches. Mhm. Il me semble que tu t'es occupé même de magazines au moment où tu as créé une branche média. Non, Euh, j'ai voulu ça, mais je ne l'ai d'accord. pas fait parce que j'étais justement avec un cousin qui avait une agence, un magazine de mode et tout. Mais on a failli bosser ensemble, mais ça s'est pas fait. D'accord, Mais, ok. effectivement, il y a plusieurs années, enfin, il y a les différentes rencontres aussi. On avait ouvert, ça devait être en, je sais plus quelle année, bref, peut-être une dizaine d'années, la partie comédien aussi. C'était en même temps que les mannequins, comédiens et mannequins. Ça a duré 2 ans. Et quand les personnes après ont suivi d'autres chemins, bon, j'ai arrêté parce que tout seul, je ne pouvais pas m'en occuper. Je ne vais pas trop me diversifier non plus. Je suis capable de faire plusieurs choses, mais je ne vais pas trop en faire non plus. Hmm, Donc quand Jocelyn a arrêté et quand l'autre personne aussi a arrêté sur la partie comédien, t'as j'ai arrêté. arrêté ça. Et, sur la partie, ben, on a vu, été dans un ring. Dans Donc, un ring, comme. t'es devenu boxeur. Non. T'as Ah, un, mais ça, c'est t'as- toi, t'as- c'est t'as un toi. combat qui t'attend prochainement. Non, Tu prépares quelque chose? jamais fait de combat, jamais Ah fait de ben, ah combat. ben, donc, Mais j'aime la boxe, j'aime la boxe. non, je rigolais, c'est vrai que tu aimes la Hmm. boxe J'ai et commencé tu à... t'entraînes beaucoup. Qu'est-ce que la Non, boxe t'apporte moins, moins. dans ce que tu fais? Mais j'ai commencé la boxe en 2013 et tu m'as beaucoup entraîné aussi, hein. Moi, j'allais à C'est vrai. Fontenay, et j'ai One Bull, non, c'était bien après, mais Mm. beaucoup Fontenay. Au début, j'allais à Japi, là, sur Paris. Après Fontenay, après, je me suis un peu entraîné en Thaïlande quand j'y allais aussi. Et j'ai eu la chance que tu puisses m'entraîner aussi sur pas mal de sessions. Ouais, j'aime la boxe. En fait, c'est un sport qui m'amène ce côté déjà où je ne pense à rien d'autre. Parce qu'aller courir, je le fais, mais c'est pas trop mon truc. Même quand je fais des séances CrossFit ou cardio training, tout ça, j'ai quand même ma tête qui part un peu sur le boulot, sur autre chose. Mais boxe,
C'est le seul sport où je rentre, je suis lessivé Mm. et je suis focus. Parce que, soit du travail avec l'entraîneur en PAO ou sur du sparring, tu es obligé d'être focus. Si tu l'es pas, ben, tu te prends un coup, pas forcément Mm. méchant, parce que je fais pas de Ouais. combat, mais tu te prends des coups. Donc, tu es focus, tu es focus. Physiquement, moi j'ai un peu ce truc-là aussi, je vais pas le mentir. Je fais du sport aussi un peu pour l'esthétique. Donc, je sais que quand tu fais de la boxe à fond, ton corps, il est sharp. Donc ça me Donc plaît. tu es fit, quoi. Donc je suis fit, je le dis, je suis fit. Et il y a tout ça, et c'est surtout Mm. la concentration qui est hyper importante. Euh, le physique, comme je le disais à l'instant. Le fait de s'évader d'une manière un peu différente. Mhm. Et surtout la confiance. Je trouve que ça amène aussi un sport qui amène une confiance différente. Quand tu sors après 2 années de boxe à s'entraîner 3 fois par semaine, mon approche même de mon métier était différente. Je suis pas quelqu'un de violent ou quoi que ce soit, mais je trouve que dans l'approche des discussions, dans l'approche de ma personnalité aussi, ça amène une certaine confiance qui est complètement différente. Et d'ailleurs, je recommande ce sport-là même à certains sportifs dont je m'occupe. Quand Ok. je sens que ça manque de dureté dans leur jeu, ou soit ça manque de confiance, et ben, je leur conseille ça. Tous ne le font pas, mais je trouve que c'est un sport qui est incroyable. Et Logique. contrairement à ce qu'on pense, qui est hyper tactique. On pense que, pour certains qui n'en ont jamais fait, ils pensent que c'est juste mettre des coups, coups de pied, coups de poing, mais c'est hyper tactique, savoir quel coup tu vas envoyer, à quel moment, si tu vas répéter celui-là pour ouvrir la garde de l'autre, aller le mettre. C'est incroyable. Moi, je ne maîtrise pas, Mm. mais ce que j'ai pu Oui, mais apprendre, déjà, t'en parles super bien déjà. ce que j'ai pu apprendre en quelques années, je me dis, c'est un sport qui est incroyable, incroyable. Et est-ce que la rigueur de la boxe te sert dans ton quotidien, dans ce que tu fais? Personnellement, non, parce que je trouve que tu es quelqu'un de rigoureux. J'ai une éducation hyper comme ça. Mm. Mais je pense pour quelqu'un qui n'est pas rigoureux à la base, oui, ça aide. Moi, c'est plutôt ma vie en général qui me permet aussi d'être rigoureux, enfin, entre guillemets, dans la boxe, parce que tout ce que je fais, je le fais à fond, en fait. Parce que mes parents, c'était toujours été, voilà, Assez carré, quoi. ok, ouais, plus que carré, t'as pas droit à l'erreur, voilà, donc... mais je pense que c'est un sport, oui, si tu n'es pas quelqu'un de rigoureux à la base, qui t'amène cette discipline et cette rigueur, et cet esprit focus sur les choses. D'accord, ok. Ouais, c'est vraiment un sport incroyable. Quelle relation tu entretiens avec la structure Comme comme sport. sport Pourquoi tu me parles de comme sport? Ah ben, moi je suis. Nous ici, Ouais. on aime les choses croustillantes, on n'aime pas les vraies. Donc, Je ne prête pas attention à ça. Je ne prête pas attention à ça. mais justement, Je respecte leur travail parce que ils sont là depuis très très longtemps. Ils étaient Mhm. franchement novateurs sur beaucoup de choses. Mais à l'époque, il n'y avait personne. Donc, on ne peut pas leur enlever qu'ils ont bien travaillé, ils ont été intelligents à une époque où précurseurs en fait. Maintenant, que ce soit comme sport ou d'autres, en fait, je suis quelqu'un de radical aussi, quoi. Peut-être trop, mais c'est comme ça que je suis, je ne vais pas me changer. Et les fois où j'ai voulu essayer d'édulcorer un peu mon discours, remodeler un peu, c'est m'est retombé dessus, donc je préfère être moi. Mhm. Ça ne te plaît pas, ben c'est pas grave, moi je suis moi jusqu'au bout. Mais comme sport autre, je m'en moque complètement. Je fais pas attention, ils font leur vie, je fais la mienne. Et je suis pareil, je suis le genre de personne, ça m'est arrivé, certains agents qui parlent dans mon dos, qu'après ils viennent me voir, ils viennent me serrer la main. Je dis, mais ça arrivait 2 fois, ils viennent me voir, il y avait des gens à côté. Je dis, mais Mhm. pourquoi tu me tends la main? Je suis pas ton pote en fait. Tu vois? Et beaucoup, même autour de moi, dans ma boîte, ils me disent, ouais, t'exagères. Mais en fait, j'exagère de quoi? C'est pas lui qui me donne à manger. C'est Si je me clair. lève le matin et que j'ai pas rien dans mon frigo, c'est pas lui qui va le remplir. Donc pourquoi je vais faire semblant? Et après, pour dire oui, mais courtoisie, et pourtant, il parle dans mon dos. Non, non. Assume qui tu es, comme je dis à chaque fois, assume qui tu es, ce que tu penses. Tu es en face de moi. Soit tu me le dis, soit tu me le dis pas, tu fais ce que tu veux, Mhm. mais viens pas faire l'hypocrite, en fait. Donc, comme sport, je sais que le responsable, enfin, ils sont deux, mais il y en a un des deux, effectivement, si on se croise, on se dit bonjour, l'autre, absolument pas. Et les autres agents, si il n'y a pas d'animosité ou pas de grief d'un côté ou de l'autre, Mhm. bah, je vais le voir, je vais lui serrer la main, il n'y a pas de souci. Mais ceux où il y a eu des problèmes ou qu'on parlait sur moi, non. D'accord. T'es Mais- pas dans mon premier cercle, ni mon deuxième cercle, fais ta vie, je fais la mienne, et c'est tout. D'accord. Sans aller trop dessus, mais comment expliques-tu quand même cette domination? Pourquoi autant de joueurs, dès que les joueurs sortent, Mm. c'est direct, on va dans Parce cette que, comme je agence? disais, parce qu'aujourd'hui, on a beau dire ce qu'on veut, ils sont numéro un. Ils étaient là avant tout le monde, et ils ont bien travaillé à cette époque-là. Donc, ils ont une visibilité, enfin, surtout une notoriété et un Mhm. background qui est important parce que on est dans un métier où ce que tu peux faire a de l'importance, mais c'est surtout ce que tu as fait. Et les gens, ils se focalisent que sur ça. Donc, ils se disent, bah, ils ont déjà accompagné 3, 4, 5 mecs en NBA, 10 mecs en NBA. Donc, si je veux y aller, c'est par eux qu'il faut passer.
Sauf qu'ils oublient, les gens oublient qu'avant d'accompagner ces 10 mecs-là, ils sont passés par un gars. Et que si ce joueur-là n'aurait pas fait confiance alors qu'il n'était personne, il n'en serait pas là aujourd'hui. D'accord. Mais, et pour moi, et je vous pousse loin, c'est un sujet super intéressant parce que pour moi, c'est un problème de confiance. Mais pas de confiance en l'agent, mais de vraie confiance en soi. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui se disent, ouais, j'ai confiance en moi, je peux mettre 40 points par match. Et c'est vrai, il y en a beaucoup qui le font. Mais quand je parle de confiance, c'est face à l'adversité et en ta capacité réelle. C'est-à-dire que est-ce que j'ai suffisamment confiance en mon talent Mhm. pour aller au bout des choses, quelle que soit la personne qui va m'accompagner, tu vois? Et est-ce que j'ai aussi suffisamment confiance à ma capacité, enfin, c'est le terme un peu à la mode, mais ma résilience, ma capacité à surmonter l'adversité, quoi. Mais la plupart du temps, les jeunes et leurs familles, c'est, bon, j'ai du talent, vas-y, je vais prendre telle ou telle boîte, c'est des grosses boîtes, c'est sûr que j'aurai ce que je veux. Sauf que tu prends Mbayama, même si c'est un cas extrême, tu t'appelles Michel Dupont et que tu connaisses rien au basket pro ou que tu t'appelles comme sport, le petit, il aurait été drafté, il aurait été Mhm. numéro 1 et il aurait fait une grosse carrière. Et comme je dis toujours, le meilleur agent d'un joueur, c'est son jeu. Maintenant, nous, on est là, et moi personnellement, pour construire avec lui son projet et essayer de respecter un timing pour aller vers ce projet, amener des outils, je dirais, externes aussi pour maximiser ce projet. Mhm. Et après, bien évidemment, le réseau, le relationnel permettent de, voilà, d'anticiper les choses, de négocier les contrats, de décharger aussi le joueur de cette partie-là, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, chacun son métier. Moi, je peux être capable de mettre 10-3 points de suite, mais lui, il ne sera pas capable d'aller négocier avec Berlin et en même temps avec le Bayern et Barça et tout ça, quoi. Mais déjà, si c'est un très gros joueur, il aura des contrats. D'accord. Sauf que les joueurs, ils voient ça les choses à l'envers. Ils se disent, ben, si je suis avec telle agence, que ce soit dont on a parlé, pardon, ou d'autres, avec eux, c'est sûr que j'aurai un contrat. Alors que c'est faux. Si t'es bon, mon petit, tu auras un contrat. D'accord. Mais c'est pas aussi l'influence externe. Est-ce que c'est forcément c'est le joueur même ou des fois il peut être influencé par ce qui se passe à l'extérieur, par ses parents, par ses Par son amis, entourage, par son par ses entourage, voilà, coéquipiers, mais après, ça, c'est normal. Si aujourd'hui, je te dis, tu vas acheter une paire de chaussures, tu penses à quelle marque tout de suite? La première qui te vient en tête. Nike. Voilà. Et pour moi, si on parle de comme sport, c'est Nike. Mm. Sauf que tu as Adidas, tu as Reebok, je ne sais plus si ça existe Ouais, encore, ouais. t'en as plein, t'en as plein. Et là, tu vois Decathlon qui a sorti une paire et qui sponsorise un joueur NBA. Pour le coup, c'est du jamais vu. Et est-ce que c'est qualitatif ou pas, c'est même pas le débat. Mais ce que je veux dire, c'est que la première marque qui vient en tête, c'est Nike. Parce qu'il y a eu un background, comme je disais, ils ont fait des choses. Donc tu te dis, il y a un gage de qualité, c'est une garantie. Et pour les jeunes et leur entourage, c'est ça. Ils ne se posent même pas la question. Ils disent, OK, Nike, OK comme sport. Alors que les chiffres en plus montrent qu'il y a plein d'autres agences qui fonctionnent très bien, qui représentent 3, 4 joueurs, 10 joueurs, 15 joueurs. Et même cette agence-là, si tu prends sur les agences NBA, c'est une toute petite agence. Toute petite agence. Et pourtant, ils ont accompagné beaucoup de joueurs, Mm. enfin, beaucoup de joueurs français en NBA. Donc, ça dépend où on se positionne et comment on regarde les choses, quoi. Et justement, tu parles tu parles des États-Unis. C'est un petit peu quoi la différence? Comment le fonctionnement entre être agent en France Mhm. et être agent aux États-Unis, ou en tout cas représenter des joueurs américains? Est-ce que toi, c'est quoi la différence? Tu vois une différence? Est-ce que, Tu veux voilà. dire représenter des joueurs aux États-Unis Oui, ou en voilà, France, c'est c'est ça? ça, c'est ça. La différence, comme En termes globalement, de business, en termes de relations, en en termes termes de... de Voilà. relations, c'est Ouais. complètement différent. C'est-à-dire que déjà, honnêtement, c'est triste de dire ça, mais il y a toujours ce côté américain où la considération n'est pas du tout la même. D'accord. C'est-à-dire que un GM NBA, en tout cas, j'en connais pas mal, j'en côtoie quelques-uns aussi personnellement, ou des directeurs de scouting et tout, il y a une réelle considération, un vrai respect. Et pourtant, aujourd'hui, je ne représente pas de joueurs en NBA. Mhm. Alors, j'ai eu plusieurs joueurs qui ont failli y aller, mais et pourtant, il y a toujours cette considération. L'agent aussi a une place importante. Il n'est pas diabolisé comme en Europe, en général. Je parle pas de la France, mais plutôt en Europe. Donc, les États-Unis ont vraiment ce côté où je dirais, pièce du puzzle est importante, quoi. Et on ne va pas dénigrer l'agent ou dénigrer le joueur, ou dénigrer sa famille, ni même dénigrer les motivations de chacun. C'est-à-dire que soit tu es agent pour l'argent, soit pour le niveau de jeu, pour ce que tu veux. Mhm. Mais tant que tu fais bien ton boulot, on s'en moque de tes motivations, quoi. D'accord. Alors qu'en France, ça va être tout de suite diabolisé. Ah, il fait ça pour l'argent. Ah, il fait ça pour autre chose, pour le fame, tu vois. Mais tant que le boulot est bien fait,
Et les Américains ont vraiment ce truc-là, ça c'est clair. D'accord. On continue un peu. Let's go, let's go, let's go. Dernière surprise. Il n'y a pas d'enveloppe là. Non, il n'y a pas Là, ça d'enveloppe. veut dire que ça doit être costaud. Là, il n'y a pas d'enveloppe. C'est pour ça, justement, c'est assez costaud. Ah ouais. Boyz II Men. Oui. Boyz II Men, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Euh, Boyz II Men, c'était le groupe qui m'a donné envie de faire de la musique, de chanter. Mhm. De chanter quand j'avais du coup 13 ans. Et Et je chantais déjà avant, j'ai toujours chanté parce que mes parents me le rappelaient, et même je me rappelle la mère d'un ancien camarade de classe, je crois, apparemment quand on était je me souviens même pas, quand on était en CE2, donc CE2 c'est quoi, c'est 8 ans. Mhm. On avait fait une sortie au théâtre, donc moi j'habitais du Coulommiers, hein, donc il y avait 1 heure de train et qu'apparemment pendant les 1 heure j'ai chanté, j'étais l'attraction de toute la classe. Mais vraiment, c'est à 13 ans, j'ai eu vraiment envie de faire ça. Boyz II Men, ouais, ça a été ouais, un modèle pendant longtemps. d'accord. Pendant Et longtemps. qu'est-ce qui s'est passé lors d'un concert où t'as assisté à un de leurs concerts, il y a eu quelque chose qui s'est passé? Il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. Le seul souvenir que j'ai, c'est que je crois que c'est leur tout premier concert. Je sais pas si c'est ça, hein, leur tout premier concert en France. J'étais avec mes cousins, on était juste au bord de la scène, quoi. Mhm. Et je sais plus quelle chanson c'était, hein, c'est vieux maintenant, mais c'était Wanya Morris, Ouais. où un bon moment dans la chanson, là, on s'est checké comme ça. Ouais. Il a gardé ma main comme ça et pendant je sais pas combien de minutes, pas on a chanté ensemble, mais c'était un peu, Ouais, il t'a tendu c'était le micro. ouais, c'était Voilà, un peu ça quoi. donc voilà, donc Ouais, c'est c'était ça. c'était un peu ça. Et Mm. donc c'était un grand moment pour toi. Ouais, quand même, surtout quand ouais, j'étais tout jeune, genre 16, 17 ans, 16 ans peut-être, je sais même plus. Donc ouais, ouais, à cet âge-là, même si j'ai jamais été en mode fan, Ouais. mais c'était quand même le groupe qui m'a mis sur le chemin de la musique, donc j'étais quand même impressionné de les voir quoi. Et D'accord. donc chanter avec Wanya Morris, ouais, c'était incroyable. Tu avais aussi un autre chanteur que tu adorais. Babyface? Non. Non, Cisco. Ah! Je peux vous dire, je, tu peux me montrer quand je peux vous dire que mon gars là, oh Cisco. Parce que quand même, on parle depuis tout à l'heure, mais on se connaît quand même, Ali et moi. On a fait quelques travaux ensemble. On a bourlingué un peu à travers la musique. Et c'est vrai que le nombre de fois qu'on composait ensemble, il me parlait tout le temps Cisco, Cisco. Les pas, les danses. Mais c'est dingue quand même. Ah, c'était Et donc, incroyable. justement, Mm. c'est un des chanteurs qui t'a également marqué aussi Ouais, dans ta carrière, ben, hein. par rapport à ce côté polyvalent, on va dire. Tu Mm. vois, c'était un vrai show. Quand je Ouais. regardais Drew Hill sur scène, je kiffais parce que je me disais, mais les gars, ils sont complets. Alors qu'en vérité, il y a plein de lacunes, hein. Maintenant, avec le recul, je me dis ça, mais enfin, j'en prends conscience. Mais Cisco, ouais, j'aimais parce qu'il chantait acrobatie, tout ça. Ouais, j'adorais. Allez, on arrive presque à la fin de cette interview. Mm. Peux-tu nous dire la chose qui t'a le plus marqué dans ta carrière euh, en tant qu'agent, euh, Waouh. que tu as vécu avec tes sportifs, les gens que tu as accompagnés, Chose qui m'a le plus marqué. mm, marqué, déçu, voilà. Et quelque chose qui t'a vraiment, à travers ton travail en tant qu'agent, Ah, c'est difficile. En fait, je sais pas si je peux le définir comme ça, mais en général, plutôt, je dirais qu'il y a deux choses, une très positive et une vraiment très positive pour moi, en tout cas, de par ma sensibilité, et une autre négative, c'est le merci, en fait. Quand, pourquoi le merci? Comment ça le merci? c'est-à-dire que ça paraît peut-être bête ce que je dis, ou simple, mais aux enfants, on leur dit, bon, faut dire merci, etc., quoi. Mm. Et c'est pas tous les joueurs réellement qui le font. Alors que eux, ils n'imaginent même pas le travail qui a été fait derrière. Pour eux, des fois, tu fais rien. Alors que tu ne dors pas, tu réfléchis. Et ma compagne, elle pourrait vous le dire, je dors tellement peu, je réfléchis toute la nuit, nana, et je dis, ah, j'ai trouvé comment on va faire pour lui. Tu vas négocier, vraiment, tu ramènes un vrai contrat. Et pour beaucoup, ben, c'est normal. Et je peux comprendre parce que c'est le job. Mais quand un joueur te dit merci et que tu sens dans sa voix, quand c'est au téléphone, dans son visage, que c'est réellement sincère, là, moi, ça me touche énormément. Ok. Ça, et si je parle de mon truc, choses qui m'ont marqué, ça, c'est des choses qui marquent positivement. Ou des joueurs.
justement, qui ont ces valeurs ou cette Reconnaissance. sensibilité, cette reconnaissance. Mhm. Et certains avec qui je suis resté proche, quoi. Ils sont plus le joueur aujourd'hui, mais des gars comme Gary Florémont ou Sam Idriss, Ouais, ce tu Gary. vois, c'est des gars, on est toujours en contact. Ce sont mes gars aujourd'hui. Et ils ont ce truc-là où Damien aussi, bref, il y en a quelques-uns comme ça où il y a ce truc-là. Parce que je pense que le merci, c'est que la partie cachée de l'iceberg. En fait, c'est des valeurs, etc. Où pour eux, c'est réellement important. Effectivement, c'est leur métier. Mais il y a autre chose. Et à l'inverse, des choses qui m'ont marqué de manière négative, euh, c'est des départs de joueurs. Tu comprends pas pourquoi parfois. Tu vois. Tu lui ramènes des Summer League au gars, tu lui dis fais ci, fais ça. Il t'écoute pas. C'est pas son père, hein. Mhm. Mais s'il te prend comme agent, c'est qu'il estime que tu as une certaine connaissance, une certaine expertise du milieu, Mhm. donc que tu dois lui amener du conseil. Il n'écoute pas ton conseil. Et puis, 3 mois après ou 6 mois après, il dit ouais, mais j'ai pas eu ça, t'as pas fait ça pour moi, donc je change. Mais après, tu lui rappelles, mais quand j'ai fait ça, t'as dit quoi? T'as dit non. Quand je t'ai proposé tel club, t'as dit non. T'as dit non. Donc c'est de ta faute ou c'est de ma faute? J'ai ma part de responsabilité. Je suis pas tout blanc non plus. Mhm. Mais prends conscience de ce que tu as fait. Et ça, ouais, ça, c'est des choses qui me marquent, mais de manière négative. Et justement, comment arrives-tu à remonter ou à surmonter, pouvoir continuer à accompagner correctement les autres? Parce que ça peut créer une déception en soi et ça peut... Ça crée clairement des déceptions. C'est comme n'importe quelle relation, parce que c'est du business, mais il y a une relation humaine dans ce Mm. qu'on fait. Donc, comme je te disais tout à l'heure, des fois, je compare souvent une relation amoureuse. Et tout le monde, quand tu as eu 3, 4, 10 déceptions, ben, tu es un peu plus amer qu'au départ. Et je sais que ma perception du métier, elle a changé aussi. Entre le moment où j'ai commencé, toutes mes illusions, voilà, aujourd'hui, je suis plus tout à fait le même agent. Mm. Mais je pense pas que ce soit un mal. Pour moi, déjà, parce que ça m'évite d'être trop touché par ce type d'événement. Euh, et en même temps, ça me permet peut-être d'être plus précis, parce qu'on se remet aussi en question. Parce que même si, fondamentalement, quand ça arrive, je sais que je n'ai pas... Et des fois, j'ai eu mes torts, mais des fois, j'en ai pas du tout. Je Mhm. me dis quand même, OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour être plus efficace? Et même s'il serait quand même parti, parce que quand je part, c'est qu'il serait parti, même si peut-être qu'il serait parti que dans 2 ou 3 ans, et qu'est-ce que j'aurais pu faire pour être meilleur, pour qu'il parte soit plus tard, et en même temps, ça me permet de développer de nouvelles, je dirais, de nouvelles compétences pour ceux qui arrivent. Donc c'est plutôt comme ça que je le prends. Au début, ça pique, Mhm. mais ça permet de grandir et de te dire, ben, OK, avec lui, ça n'a pas fonctionné. Même si je ne suis pas en tort, il y a toujours des choses à améliorer. Et le prochain qui arrivera, il ne me sortira pas ce que lui m'a sorti. Parce que je serai Ok. encore meilleur. Tu vois? Donc tu te sers un petit peu de Ouais, je me cette sers de ça entourage pour te renforcer un peu je me plus et sors. Après, pour trouver d'autres armes en je serai derrière jamais non plus. Enfin, parce que la réalité, c'est que c'est aussi le choix du joueur. du joueur. Hein. Mm. Tu vois, comme je dis souvent, Rich Paul, tout le monde parle de Rich Paul, l'agent de LeBron, mais c'est parce que LeBron a fait confiance depuis le départ qu'il est aussi l'agent qu'il est. Hein. Qu'il soit intelligent ou bête, peu importe, ça, c'est même pas le débat. C'est qu'à un moment donné, tu as un joueur ou 2 joueurs qui te font confiance jusqu'au bout. Donc, tu peux progresser, t'améliorer autant que tu veux. Si la personne ne veut pas aller jusqu'au bout avec toi, tu n'iras pas. Mais en tous les cas, moi, j'utiliserai toujours ça pour progresser, quoi. Ça, c'est certain. On arrive à la fin de cet entretien. Déjà, je tenais à te remercier. Ben, merci à toi. Merci à toi. Ça fait Merci pour ta plaisir. sincérité. Merci Mm. d'avoir pu partager ce petit moment avec moi. Mm. Je te laisse le mot de la fin. Ah, c'est compliqué, ça. Si tu as vraiment quelque chose à dire à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent, aux joueurs, au club. Une chose à laquelle je pense beaucoup, depuis toujours, en fait. J'en ai même parlé à mes parents il y a quelques années. Alors, écoutez bien, c'est assez particulier, mais souvent on dit que le travail paye. Mais personnellement, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Je dirais que le travail est indispensable à la réussite, mais ce n'est pas lui qui permet de réussir. Ce qui permet de réussir, c'est l'opportunité qu'on arrivera à saisir à l'instant T. Et le travail permettra de pérenniser, en tout cas de valider ouais, de pérenniser cette réussite. Mais on peut travailler autant qu'on le souhaite, si un jour on n'a pas la bonne rencontre au bon moment, ben malheureusement, ça restera compliqué. Donc, si moi j'ai un conseil à donner, c'est bien évidemment travailler, ça c'est indispensable, comme je disais. Mais par contre, rester ouvert à ce qui se passe autour de soi. Euh,
être totalement soi pour que justement cette sensibilité qui nous caractérise individuellement puisse, je parlais partir dans les grandes phrases, mais puisse rayonner autour de soi et capter ce qu'il y a autour pour avoir cette opportunité. Parce que les opportunités, elles sont là et des fois, on est tellement fermé qu'on ne s'en rend pas compte. Et le jour où elle arrive, on la saisit et le travail qu'on aura fait au préalable permettra justement d'avoir de la continuité. Mais on aura beau travailler tout ce qu'on veut, si on ne saisit pas l'opportunité, si on n'est pas ouvert et si on n'est pas soi-même unique, ça ne servira à rien. Voilà, si j'ai un mot à donner, à dire, ce sera ça. Merci pour cet Merci, entretien en tout merci à cas. toi, merci. Et je te dis à très bientôt. Comme dirait mon ami Haïté, la belle rencontre au bon moment. Moi, c'était un peu mon cas avec mon big pat sur ce projet, avec mon big bro derrière la caméra, Monsieur Manu. Et c'est à force de discuter à travers les prépas que Big Pat a dit, mais Mars, pourquoi on ne ferait pas de podcast, pourquoi on ne partirait pas sur un... Et je pense que tu peux le faire. Moi, je dis, oh non, laisse tomber. Et puis finalement, je me dis, ben oui, il fallait qu'on trouve quelqu'un qui est capable, on va dire, de nous filmer, de nous suivre, de rentrer dans l'aventure avec nous. Et ben, ça a été mon big bro Manu derrière la cam. En tout cas, merci à vous, les gars de l'ombre. Merci à ETH Javon. Parler vrai, c'est juste partager de bons moments avec des gens vrais. Et je suis tout à fait d'accord avec cette fin de phrase de monsieur ETH Javon. Restez ouverts. Regardez ce qui se passe autour de vous. Travaillez, croyez en ce que vous êtes en train de faire. Et le reste viendra derrière. Parlez vrai. Restez avec nous. Les autres invités arrivent. Il n'y aura que du lourd. Que du lourd.